Bonjour, bienvenue chez Itinera Talk, le podcast du think tank Itinera sur la politique. Joignez la conversation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Itinera Talk. Après environ 2 semaines de social distancing, le virus Corona continue à menacer notre pays. Malgré les recommandations, les exigences, même les supplications, le nombre de cas et le nombre de décès ne cessent de croître. Malheureusement, Simon est tombé malade, il ne pourra pas suivre ce podcast avec nous, mais nous continuons sans lui et lui souhaitons un prompt rétablissement. Je suis Jean Hendrix, professeur à l'UCL, senior fellow et membre fondateur de l'Institut Itinera. Et avec moi, nous avons Joël Van Cotter, qui travaille chez Itinera sur des sujets de bonne gouvernance et la société civile. Il a une longue carrière dans divers domaines d'action collective. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise Corona et de ses implications pour le fonctionnement de notre système d'enseignement, pour nos écoles et pour le fonctionnement de notre démocratie. Alors, je vais céder la parole à Joël qui va introduire les questions concernant les risques possibles de cette crise de Corona pour notre système d'enseignement. Joël, la parole est à toi. Merci Jean, bonjour tout le monde. Alors Jean, tu écris depuis longtemps sur l'enseignement. Penses-tu que le confinement va creuser les inégalités? Oui, donc un risque important de ce confinement, c'est qu'il y a dorénavant une rupture entre les enseignants et les élèves, et l'école se fait à distance. Ça peut ressembler à ce qu'on a connu dans les périodes passées, dans les années 90, avec des grèves prolongées qui se traduisaient par des trimestres blancs. Mais cette fois-ci, c'est différent. Et c'est différent parce que cette école à distance peut avoir des conséquences tout à fait différentes et opposées même selon le milieu social des élèves et selon le niveau scolaire des élèves, ce que je vais appeler les groupes à risque. Il y a donc un double risque ici, le risque de niveler vers le bas le système d'enseignement et le second risque de creuser les inégalités. Alors, regardons d'abord le risque de creuser les inégalités et discutons de 2 groupes à risque distincts, les milieux modestes et les enfants en difficulté scolaire. Pour ce qui concerne les milieux modestes, eh bien, l'école est souvent la seule chose qui permette de s'élever pour ces enfants. Dans ces milieux, la recette miracle de l'enseignement à distance fonctionne beaucoup moins bien, souvent faute de matériel informatique, de PC tout simplement, en suffisance à la maison, ou d'un espace de travail, un bureau, au calme, dans une pièce séparée, ou de temps suffisant pour consacrer à ses études et à travailler sur son programme pédagogique, tout simplement parce qu'il faut souvent s'occuper des petits frères et petites sœurs lorsque les parents sont sortis pour travailler. Donc, ces élèves ne peuvent pas bénéficier du soutien scolaire, ni de leurs parents, ni des enseignants, les parents souvent étant en difficulté eux-mêmes à comprendre les instructions pédagogiques qui sont demandées à leurs enfants. Et pour certains cas, ils ne maîtrisent tout simplement pas la langue d'enseignement. Pour les élèves en difficulté scolaire, le problème est plus un problème de déconnexion avec les rythmes scolaires et l'absence de soutien de l'école pour discipliner ces élèves à poursuivre leur scolarité. Ce sont des élèves qui ont un risque de décrochage important. Il faut savoir qu'en Belgique, et en particulier en Belgique francophone, nous avons plus de 16% des garçons qui ont décroché littéralement des systèmes scolaires et qui donc n'obtiendront pas leur diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. C'est un chiffre très élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne des autres pays d'Europe. Et une autre caractéristique au niveau belge, c'est que nous avons des taux de redoublement qui sont 4 fois plus élevés que la moyenne européenne et des taux de redoublement qui sont surtout concentrés dans les enfants de milieux modestes. Pour ce qui concerne l'école francophone, nous avons estimé dans notre livre « L'école du renouveau », publié chez Itinera, que 3 enfants sur 4 de milieux modestes sont en redoublement, sont en retard scolaire, contre 1 enfant sur 10 dans les milieux plus aisés. Les chiffres sont aussi, les écarts sont aussi de 1 pour 7 entre les enfants de milieux modestes et les enfants de milieux favorisés en Flandre. Donc, on a vraiment une inégalité face à l'échec, si je puis dire, un échec qui est concentré dans les milieux modestes et donc le risque réel lorsque l'école se met en pause, c'est que les écarts se creusent.
Voilà. Par rapport à cette question de l'inégalité, la ministre de l'Enseignement francophone a signé une circulaire qui interdit l'apprentissage des matières qui n'ont pas été vues en classe. Que penses-tu de cette mesure, vraiment en particulier par rapport à cette question d'inégalité? Et est-ce qu'il n'y a pas là un risque de nivellement par le bas? Oui, donc le risque de nivellement par le bas est tout à fait réel. Je vais commencer par reprendre ce que dit exactement la circulaire du mardi 17 mars de la ministre de l'Enseignement francophone. Elle nous dit que dans un souci d'assurer une égalité, donc j'insiste sur le terme une égalité devant les apprentissages, les travaux ne peuvent en aucune manière porter sur des apprentissages qui n'ont pas été abordés préalablement en classe. Ils doivent s'inscrire dans une logique de remédiation, consolidation, dépassement. La circulaire en Flandre va exactement dans le même sens. Donc, il y a une certaine forme d'interdiction à continuer à apprendre. Alors ça, c'est un peu surprenant et c'est même inquiétant parce que dans les milieux modestes, comme je l'ai dit, l'école est souvent la seule chose qui permette de s'élever. Lorsque l'école s'arrête, lorsque l'apprentissage s'arrête, les écarts vont commencer à se creuser. Pourquoi? Parce que dans les familles plus aisées, on va poursuivre cet apprentissage. Les familles aisées, les parents de familles aisées vont remplacer en quelque sorte l'école par des alternatives. Soit ce sont eux-mêmes qui vont s'engager dans le soutien scolaire à leurs enfants, soit ils vont investir dans des cours en ligne ou dans des technologies qui permettent à leurs enfants de poursuivre leur scolarité. Et donc concrètement, les écarts vont se creuser alors qu'on est dans une situation où les écarts entre élèves sont déjà parmi les plus élevés des pays d'Europe. Donc, le risque est vraiment bien là de creuser les inégalités. En outre, il y a cet esprit un peu d'égalitarisme primaire par lequel on voudrait cesser, si vous voulez, que les écarts se creusent en coupant les ailes des meilleurs élèves, alors ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt donner des ailes aux élèves les plus faibles par des soutiens scolaires ciblés sur les groupes à risque. Donc, je répète, les groupes à risque sont les élèves en difficulté scolaire, risque de décrochage, et les élèves de milieu modeste où il n'y a pas de soutien suffisant à leur scolarité. Voilà. À toi, Joël. Les profs ne sont pas en congé avec les dispositifs qui sont mis en place, mais les parents non plus ne le sont pas, et l'enseignement à distance met une pression sur eux. On entend parfois parler du burn-out parental. Que penses-tu de cela? Eh bien oui, donc quelque part, l'école, c'est les parents qui sont devenus l'école, hein, en remplacement du fait d'une absence de continuité pédagogique et d'intervention des équipes pédagogiques au niveau des écoles. Et donc, on a bien là un risque de nivellement par le bas. C'est une préoccupation réelle que l'on pourrait avoir en temps normal, mais la situation ici n'est pas normale. La situation est anormale. Et elle est justement anormale parce qu'elle met une pression énorme sur les parents qui se sentent responsabilisés et coupables s'ils n'investissent pas dans l'accompagnement pédagogique de leurs enfants. Or, les parents, pour la plupart, sont aussi obligés de poursuivre leur activité professionnelle, ne serait-ce que par le télétravail. Et ils doivent donc dorénavant faire finalement de l'accompagnement pédagogique en plus de leur activité professionnelle, et cela avec des ressources qui elles-mêmes ont diminué. Et ça, c'est la recette magique pour le burn-out parental. Et donc, le vrai danger ici, c'est que cet enseignement à distance et ce télétravail combinés se traduisent par une épidémie, un risque d'épidémie de burn-out parental et un effondrement moral de la plupart des parents. Nous devons être vraiment très attentifs à cela et essayer de déculpabiliser d'une certaine manière les parents en leur donnant des outils, des supports qui facilitent l'accompagnement pédagogique des élèves. Alors ça passe par différents outils, notamment des outils en ligne, qui très souvent sont gratuits. Ici, je m'insurge contre un certain discours de certains enseignants qui disent que l'on ne peut pas poursuivre l'enseignement par des outils numériques parce qu'il y a une fracture digitale, une fracture numérique et tous les enfants n'ont pas accès à ces nouvelles technologies. En fait, une bonne partie de ces technologies sont disponibles de manière gratuite, sont accessibles à tous et je trouve que ça sert un peu d'excuse pour ne rien faire. Et donc, on peut aussi se poser la question du rôle de nos médias, des télévisions, de la télévision RTBF ou RTL, mais aussi des télévisions locales, dans cet accompagnement pédagogique. Aujourd'hui, on ne voit rien. On ne voit rien apparaître
Or, on souhaiterait que les télévisions, qui ont aussi une mission de service public, s'impliquent dans l'accompagnement pédagogique et complètent leur grille horaire, leur grille de programme par des émissions pédagogiques. Il est quand même assez ahurissant qu'on entend des directeurs de chaînes de télé aujourd'hui nous dire qu'ils ont un problème de remplir leur grille et leur programme compte tenu du confinement. Eh bien, qu'ils utilisent ces espaces vides pour mettre des émissions pédagogiques. Et la télévision, tout le monde a la télévision à la maison. Et donc, des élèves pourraient suivre des programmes pédagogiques, brefs, pertinents, liés au programme d'enseignement et donc ainsi poursuivre leur scolarité. Donc là, je trouve que c'est quelque chose qui est assez surprenant, c'est que rien n'est fait et que les télévisions ne prennent pas leurs responsabilités dans l'accompagnement ou dans la continuité de la scolarité. Voilà. Alors là, tu pointes des risques ou des difficultés, risques sociaux, risques pour les individus, les familles. Est-ce que tu vois aussi dans la crise des éléments positifs, des bonnes pratiques, des inventions dans le secteur de l'enseignement? Oui, en fait, on voit des initiatives locales de certaines écoles et de certains enseignants qui sont sur base spontanée et volontaire, qui développent des nouveaux outils, des nouvelles méthodes d'enseignement, qui arrivent à rester en lien, si je puis dire, même à distance avec leurs élèves, avec leurs classes. Euh, mais tout ça sont des initiatives qui, elles sont très nombreuses, mais elles ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. La réalité, c'est que un peu comme pour les masques, nous avons une pénurie réelle de masques en Belgique. On peut attirer les projecteurs sur le fait que toute une série d'initiatives locales sont mises en place pour autoproduire, si je puis dire, des masques à petite échelle. Mais cette production locale et ces initiatives individuelles ne suffisent clairement pas à régler le problème de pénurie ou l'insuffisance de masques disponibles. Donc j'ai envie de dire, bah, les masques, de la même manière pour les initiatives locales spontanées en matière pédagogique, ça ne suffit pas. Et la raison pour laquelle ça ne suffit pas, c'est parce que la contribution volontaire d'un bien public tel que celui-là sera par nature toujours insuffisante par rapport à ce qui est nécessaire. Et nous avons ici besoin d'une injonction ou d'une unité de commande qui viendrait de l'administration ou du ministère, qui forcerait d'une certaine manière tous les enseignants et toutes les écoles, et pas seulement les enseignants des écoles d'en haut et les écoles avec des élèves sans difficulté, à organiser d'une manière ou d'une autre, avec un soutien technologique et technique à proposer par l'administration elle-même, mais à organiser concrètement cet enseignement à distance pour que tous les élèves, et surtout les élèves dans les groupes à risque, puissent poursuivre leur scolarité. Comme je l'ai dit, le risque, c'est que ces élèves accumulent un retard qu'ils ne pourront plus rattraper, ou pire, qu'ils décrochent tout simplement du système scolaire. Voilà mon propos. Merci Jean. À toi les questions maintenant. Eh bien, donc maintenant, nous allons discuter du risque possible de cette crise Corona sur nos institutions démocratiques notamment. Nous avons vu arriver un gouvernement avec des pouvoirs exceptionnels, un gouvernement minoritaire avec 38 sièges au Parlement. Et la question que je te pose, Joël, c'est de savoir, ne crains-tu pas un déni ou une remise à l'arrière-plan de notre système démocratique avec l'arrivée au pouvoir des experts et ce que certains commencent déjà à appeler comme un risque de la tyrannie des experts? Alors, je pense qu'il faut être prudent dans la réponse à cette question-là, et peut-être que la meilleure façon d'être prudent, c'est d'y répondre par d'autres questions. Mais avant de répondre ainsi, peut-être juste deux toutes petites remarques pour situer le rôle de l'État. La première, d'une certaine manière, il faut relativiser la crise. Alors, elle est importante, ce qu'on vit est évidemment exceptionnel, il y aura un avant et un après. Mais peut-être qu'on a certaines tendances à dramatiser, en particulier le nombre de morts. Il faut juste rappeler que chaque année, il y a 60 millions de morts dans le monde, c'est-à-dire 150 000 morts par jour. Et que depuis le début de la crise, dans tous les pays confondus, aujourd'hui, on a 50 000 morts. Donc on a à peu près, depuis le début de la crise, l'équivalent de 8 heures de mortalité dans le monde. Et en Belgique, chaque année, on a 110 000 morts. On en aura peut-être 1500. Donc il faut vraiment garder raison en matière de proportion. La deuxième chose, c'est que un des premiers devoirs de l'État, c'est de protéger les citoyens et de garantir la paix et la stabilité.
et que pour ça, l'État doit prévoir et organiser, et que on peut probablement dire que l'État n'a pas bien fait, ni l'un ni l'autre, n'a pas bien prévu, n'a pas bien organisé. Alors on pourrait dire que c'est pareil partout dans le monde, mais je pense que ce ne serait pas juste. Et à la fin de la crise, on aura un indicateur très très simple, c'est le nombre de morts par million d'habitants dans les différents pays. Et on verra qu'il y a des grandes différences. Et sur ce point de comparaison, la Belgique sera très très mal située. Aujourd'hui, on est dans le top 5 si on prend ce critère-là. Alors pour répondre précisément à la question, je pense qu'il faut voir deux volets sur la question de la menace pour la démocratie. D'abord, il y a les mesures et les conséquences, et ensuite, il y a le processus. Et pour ce qui est des mesures, on constate aujourd'hui, c'est vrai, tu l'as dit, une sorte de prise de pouvoir des experts, que là aussi, il faut relativiser, parce que finalement, ce sont quand même les politiques qui prennent les décisions. Et on voit justement, puisqu'on a des politiques différentes de pays à pays, que des experts qui donnent des indications scientifiques qui sont les mêmes globalement en fonction des différents pays. Les experts donnent des données qui sont les mêmes, pourtant les politiques prennent des décisions différentes. Donc on constate une relative prise de pouvoir des experts, on voit qu'il y a des drones qui observent la population, on parle d'une ligne de délation de ses voisins. Donc tout ça, c'est sérieux. Ça se fait dans un silence assourdissant de la Commission de la protection de la vie privée, alors que par contre l'Autorité pour la protection des données, elle continue à travailler. Et donc il y a un risque. Et il y a un risque, comme certaines ONG de défense des droits le disent, que le provisoire devienne permanent. Mais il ne faut pas être parano, et ça dépendra de nous, citoyens, qui aujourd'hui comprenons les mesures et qui demain devront être vigilants pour que ça ne reste pas. Et puis, il y a la question du processus. Et là, on peut simplement répondre à la question par des questions. Pourquoi avons-nous des pouvoirs spéciaux en Belgique alors qu'il n'y en a pas en France, en Angleterre, en Suisse, en Italie? Même le Parlement européen continue à fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on a des pouvoirs spéciaux en Belgique au niveau fédéral? On a des pouvoirs spéciaux en région wallonne et en région bruxelloise, mais pas en Flandre. Est-ce que c'est la preuve qu'on ne peut pas faire confiance à notre Parlement pour prendre des bonnes décisions? Est-ce que c'est la preuve que les parlementaires eux-mêmes, d'une certaine façon, ne croient plus à leur propre rôle ou à leur propre puissance? Est-ce que c'est la preuve que notre système institutionnel est vraiment trop compliqué, avec par exemple le ministre de la Santé? Et puis, si ça ne fonctionne pas en temps de crise, qu'est-ce qui nous dit que ça fonctionne en temps normal? Et donc, une question, c'est vraiment la question de la continuité de la vie démocratique. Pas la démocratie qui ne fonctionne pas, mais vraiment l'esprit de la démocratie et des citoyens qui décident ensemble. Voilà, oui, mais quel rôle vois-tu, Joël, pour le Parlement qui, entre guillemets, est maintenant en pause, pour quelque part concilier l'urgence du moment, mais sans perdre de vue le long terme, parce que beaucoup reprochent un petit peu la précipitation dans les mesures qui sont aujourd'hui prises, notamment en matière de politique de soutien économique et social. Il y a une certaine forme de précipitation et un risque de commettre des erreurs dans la précipitation. Et donc, quel rôle verrais-tu en fait pour le Parlement qui est un peu en pause pour réconcilier un peu le long terme avec l'urgence du moment? Alors le Parlement peut là avoir un rôle important, et peut-être même qu'il doit avoir un rôle important. D'abord, il faut acter les pouvoirs spéciaux. Ils sont là, on ne reviendra pas dessus. Mais il faut aussi s'inquiéter peut-être d'un risque de ce qu'on pourrait appeler une surcrise politique. On parle parfois des suraccidents. Le cas typique du suraccident, c'est le carambolage sur l'autoroute. Il y a une voiture qui a un accident, et parce qu'il y a un accident, 10 ou 20 ou 50 voitures derrière ont elles aussi un accident. Il y a un suraccident qui est plus grave que l'accident. Ici, on peut craindre qu'il y ait une surcrise politique qui pourrait être aussi grave, sinon plus grave que la crise sanitaire et la crise politique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le gouvernement qu'on a est un gouvernement qui n'a pas de projet et qui n'a pas de majorité. C'est un gouvernement de pompiers, en quelque sorte, qui est là pour éteindre le feu. C'est très bien, il y a le feu, il faut l'éteindre, et beaucoup s'accordent à dire que le gouvernement ne travaille pas mal, mais il y a un risque qu'au terme de la crise, on revienne à la situation d'avant, c'est-à-dire de se retrouver avec des accords partisans et l'incapacité de créer, de mettre sur place un gouvernement avec un projet et une majorité. Et donc dans ce double contexte, il y a des pouvoirs spéciaux, le Parlement est hors jeu de son travail ordinaire et il y a un risque de surcrise. On pourrait imaginer que le Parlement fasse un travail extraordinaire. Donc, il ne fait plus son travail ordinaire, donc il fait autre chose, un travail extraordinaire qui consisterait à préparer l'après,
et donc à articuler justement le court terme et le long terme. Et on pourrait imaginer qu'ils tiennent en quelque sorte un congrès de progrès, de projets, donc qu'ils se réunissent pour travailler à l'élaboration d'un projet qui pourrait proposer aux prochains négociateurs du gouvernement ordinaire qui se mettra en place après la crise. Et donc, ils pourraient travailler sur un programme de gouvernement sur 5 à 10 ans, avec par exemple 5 chantiers prioritaires. Non pas une déclaration politique avec 300 pages et plein de détails, mais dire, voilà, il va y avoir 5 chantiers prioritaires. Pour ces 5 chantiers, voilà quelques objectifs prioritaires, des résultats importants. Et c'est soumis aux négociateurs du prochain gouvernement. Ce travail est fait au Parlement avec tous les outils dont dispose le Parlement, et en particulier les commissions parlementaires qui peuvent fonctionner correctement en invitant des experts, en invitant des acteurs de la société civile. Et on pourrait même imaginer qu'à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, que le Parlement associe plus largement qu'il ne le fait d'habitude, en s'inspirant par exemple de ce qui s'est fait à la sortie de la guerre avec le Conseil national de la résistance en France ou le pacte social en Belgique. Oui, donc pour parler de la guerre, si on regarde nos voisins français, on n'a pas des gouvernements avec pouvoirs spéciaux, mais là, on a un gouvernement en état de guerre. Et je me pose un peu la question de savoir si cette rhétorique de la guerre n'est pas à double tranchant, avec susciter, créer un esprit de peur, et la peur est très souvent mal conseillère. Et donc, ici, je me tourne un peu sur l'exemple qui nous vient du terrain, de la première ligne, de la seconde ligne, de nos infirmières, de nos personnels soignants à domicile, toutes ces sociétés civiles qui se mobilisent, qui se rassemblent, qui trouvent des solutions concrètes sur le terrain face aux problèmes rencontrés et qui, quelque part, nous montrent une voie. Donc, je voudrais avoir ton avis sur ce rôle, cette vitalité, cette revitalisation, en quelque sorte, de la société civile face aux crises graves, sans recourir à cette rhétorique de la guerre, mais qui arrive avec des solutions concrètes. Et comment pouvons-nous capitaliser? Alors, comment capitaliser? Franchement, je ne sais pas. Mais par contre, il est indispensable d'y réfléchir. Là, par exemple, avec le Parlement, on voit un dispositif possible dans le monde politique. Probablement qu'il va falloir réfléchir à un dispositif du même type dans la société civile. J'y viens, mais avant, peut-être rappeler et enchaîner sur ce que tu dis, rappeler l'importance de la société civile. La société civile, elle est toujours importante, indépendamment du moment. C'est le lieu du lien, c'est l'endroit où on apprend à vivre avec les autres de manière habituelle, normale, fraternelle en quelque sorte. Il y a plusieurs acteurs dans le jeu collectif. Il y a évidemment l'État qui est le garant de l'autorité, où se jouent des questions d'obligation, de respect de loi, aussi toute la solidarité organisée. Et puis il y a le marché où on va produire de la richesse et où se jouent en grande partie les questions d'intérêt. Et puis il y a notre vie privée qui est les philosophes disent gouverné par les passions, c'est le lieu de l'émotion, de l'amitié, de l'amour, du privé. Et puis il y a cet espace de la société civile qui est crucial, qui n'est pas le marché, qui n'est pas l'État, qui n'est pas la vie privée. Et c'est l'endroit où on apprend à vivre ensemble, où on tisse la confiance. Et c'est un lieu aussi d'innovation sociale. Beaucoup de nos innovations, à commencer peut-être même par la démocratie elle-même, et beaucoup de nos innovations sociales sont nées là. Donc, la société civile, elle est toujours importante. Aujourd'hui, on voit qu'elle est particulièrement importante pour deux raisons. D'abord, tu viens de l'évoquer, il y a toute la créativité. Il se passe plein de choses dans la société civile. Alors, il s'en passe toujours, mais là, aujourd'hui, il y a en particulier un élan, quoi. Il y a une créativité forte au niveau de la solidarité, de la musique, de la recherche, de la production conjointe des universités, de certaines entreprises, dans toute la solidarité de proximité. Et donc, c'est important pour ce qui est produit, mais c'est aussi important parce que ça montre qu'on peut se faire confiance. On vit ensemble, on se fait confiance, on imagine des choses. Et donc aujourd'hui, on est en train d'avoir une espèce de gigantesque pluie bienfaisante de solidarité, de générosité, comme quand la terre est sèche, à un moment donné, il pleut et ça fait du bien et ça rend une nappe phréatique. Voilà, il se passe quelque chose comme ça aujourd'hui. Et donc, ce sera important demain de pouvoir utiliser ça, récupérer ça. Et ce sera important en particulier pour une raison, c'est que comme il y a un risque de surcrise politique, on peut craindre qu'il y ait un risque de déchirure sociale.
Et il est sérieux, en particulier parce que les personnes les plus fragiles peuvent, mais pas que, mais surtout, peuvent à un moment donné craquer. On sait bien que souvent les coureurs, les marathoniens, ils s'effondrent quand ils ont passé la ligne d'arrivée. Et donc ici, on est dans un moment de tension. La vie est vraiment dure pour certaines personnes. Elles font un effort. Quand la pression va se relâcher, peut-être qu'elles vont craquer. Et donc à ce moment-là, forcément l'État sera important, mais la société civile en particulier sera importante pour qu'on continue à tisser les liens, qu'on les tisse dans le temps, que les gens ne se sentent pas abandonnés et qu'on les tisse aussi entre les différents acteurs comme ce qui est en train de se passer. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette solidarité-là, cet élan-là, qui est très très fort aujourd'hui, pour renforcer la solidarité dans la durée. Je ne Très sais pas bien. encore, mais Eh bien, Joël, je pense que c'est une très belle note pour finir ce podcast. J'ajouterai simplement pour nos auditeurs que nous sommes tous en confinement, assignés à résidence, mais nous sommes aussi tous assignés à résilience. Il va falloir rebondir et utiliser cette crise à bon escient pour en faire une valeur ajoutée pour tous dans l'intérêt général. Merci à tous pour nous avoir suivis sur ce podcast et rester au courant de la politique et des enquêtes d'Itinéra. Joignez donc la conversation sur les réseaux sociaux avec #ItinéraTalk. Merci à tous.